Bonjour à tous. Donc, je suis, moi, personnellement, Alain Rodier, directeur de recherche auprès du Centre français de recherche sur le renseignement. Et je collabore avec Eric depuis à peu près 16 ans maintenant. Et je m'occupe au sein du CF2R du terrorisme et du crime organisé. Mais c'est pas moi qui suis important dans cette affaire. Ce sont nos deux invités d'aujourd'hui. D'abord, Majed Némé, que je connais aussi depuis quelques années, qui est un grand expert du Proche et Moyen-Orient et de l'Afrique, qui travaille sur ces sujets depuis plus de 30 ans maintenant, donc qui a une compétence incontestable et qui, effectivement, après quelques difficultés avec la revue Africasie, qui malheureusement, pour le moment, est sortie des kiosques, mais qui serait va sans doute revenir dans un proche avenir. Et puis, une petite attention particulière pour Alain Chouet. Alors, tout le monde connaît Alain Chouet, mais là, moi, je vais donner un petit souvenir personnel, parce qu'avant de travailler avec Eric, il se trouve que j'ai fréquenté la même administration pendant 18 ans, beaucoup plus court que donc la carrière d'Alain Chouet, qui a terminé à des hautes responsabilités. Juste donc une opinion tout à fait personnelle. Administration veut dire une certaine efficacité, une efficacité avec la mémoire en particulier, mais quelquefois avec d'énormes lourdeurs qui handicapaient un petit peu le travail. Et heureusement, cette administration a toujours été sauvée par quelques individualités qui se comptaient sur les doigts, je dirais presque d'une main, ayant sauté sur une mine afghane, c'est-à-dire avec des doigts en moins. Et quelques grandes personnalités ont fait que cette maison a toujours été exceptionnelle. Alors, je sais que les professionnels ont horreur de ce mot, mais il y avait des maîtres espions et Alain Chouet en faisait partie. Je vais donc maintenant leur passer la parole pour aborder le sujet donc sur le financement du terrorisme, juste avec une dernière remarque. J'aime pas trop le mot financement du terrorisme. Le terrorisme, c'est un moyen de combat comme la guérilla, comme la guerre classique. Et donc c'est plutôt l'idéologie qui utilise le terrorisme qui est intéressante à étudier. Donc je passe maintenant la parole à Alain Chouet en premier, par exemple. Ça marche, ça ? Bien, bonjour à tous. Oui, je ne vais pas m'associer au concert de louanges, quoique j'aime bien parler de moi, mais on va parler d'autre chose. Oui, donc je suis l'ancien patron du service de renseignement de sécurité de la DGSE. C'est le service qui, au temps où j'y étais, avait en charge le recueil du renseignement à l'extérieur des frontières du territoire national et la mise en œuvre des mesures actives en matière de contre-criminalité transnationale organisée, de contre-espionnage, de contre-prolifération et de contre-terrorisme. Voilà. Pour les geeks qui se jettent sur Wikipédia quand ils voient un nom nouveau, je précise que dans l'article que Wikipédia me consacre, tout est faux, même ma taille. Hein. Bon, alors l'avantage de mon grattage, c'est que les gens sont en général indulgents quand je radote, donc je vais radoter et je vais enfoncer un certain nombre de portes que tout le monde croit ouvertes, mais je me suis aperçu dans mes activités professionnelles qu'un certain nombre de vérités que je croyais d'évidence étaient totalement ignorées ou étaient balayées sous les tapis. L'idée de déceler, et si possible, de neutraliser la criminalité terroriste par le décèlement et par la neutralisation des flux financiers qui suscitent cette criminalité, qui l'alimentent ou qui en résultent, c'est a priori séduisant. Comme on dit maintenant, ça fait sens. Ça procède d'une généralisation des constatations en termes de criminologie qui montrent que la plupart des activités criminelles ont pour objectif une appropriation illégale de biens ou de capitaux qu'il faudra bien ensuite réintroduire dans les flux économiques par diverses techniques de ce qu'on appelle le blanchiment. Et puis d'autre part, ces activités criminelles, quand elles sont sous-traitées au nom ou pour le compte d'un tiers ou quand elles requièrent des moyens lourds ou des moyens complexes, ça se traduit par des financements qui viennent de l'amont et qui empruntent souvent les chemins de ce qu'on appelle le noircissement d'argent propre.
Ça, c'est Marie-Christine Dupuy-Danon nous éclairera tout à l'heure sur tous ces circuits, sur leur fonctionnement et sur leurs conséquences vis-à-vis de nos sociétés. Le problème, c'est que ces constatations qui sont absolument flagrantes, documentées en matière de criminalité transnationale organisée, de trafic, de prolifération, d'espionnage industriel, ça devient beaucoup plus flou, beaucoup plus insaisissable en matière de violence terroriste. Et il y a à ça plusieurs raisons. La première, et là je vous lance une tarte à la crème, c'est qu'il n'existe pas de consensus international sur la définition du terrorisme. Personne, évidemment, ne conteste le fait que le trafic de drogue ou le recel de vente d'objets volés, c'est des activités criminelles. En revanche, il n'y a pas un tel consensus en matière de violence politique ou de violence sociale qui sont souvent perçues ou présentées comme une résistance à l'oppression, comme l'indignation légitime de citoyens spoliés. Cher Bernard Squarcini, faut-il classer le FLNC dans les mouvements terroristes ? Ah, question. Ou pour évoquer quelque chose qui se passe plus près de chez moi, puisque je réside dans le sud de la France, est-ce que faire descendre un camionneur espagnol, conducteur d'un camion pinardier, le faire descendre à coups de barre de fer et mettre le feu à son camion, est-ce que c'est du terrorisme ? La question se pose, hein, il faut quand même y penser. Et alors, la violence politique peut être aussi conçue comme un mal nécessaire pour purifier le monde et pour le rendre meilleur. Hein. Je vous rappelle les adages des années de plomb en Italie. Si le Parlement n'est pas d'accord, on dissoudra le Parlement. Si le peuple n'est pas d'accord, on dissoudra le peuple. Voilà. J'apprends tout récemment d'ailleurs que le Parlement israélien a voté des crédits pour la mise en place d'un organisme de lutte contre le financement du terrorisme. Alors, moi, ça m'a alléché tout de suite. Je me suis demandé ce qu'ils allaient faire et comment, parce que professionnellement, j'y garde un certain intérêt, mais je m'aperçois que dans les seules cibles assignées à cet organisme sont désignés le Hezbollah libanais et le Hamas palestinien. Point. Alors, c'est très bien, hein, je ne vais pas vous dire ici que le Hezbollah et le Hamas sont des blancs de poil qui ne pratiquent pas la violence politique, ils la pratiquent. Mais ça ne fait pas partie de nos préoccupations immédiates ici dans notre pays. Deuxièmement, la problématique du terrorisme, c'est que c'est une violence politique qui est tout à fait multiforme. On a affaire, on le sait très bien, on l'a vécu en France, d'abord un terrorisme hybride hein, qui met en ligne des délinquants pour des actions violentes à finalité politique. C'est des délinquants qui disposent en général déjà de leur propre circuit de financement par des activités de petite criminalité, entre guillemets, conventionnelles, qui échappent assez facilement au radar. Quand ils passent pas, comme je l'ai vu faire, et vous l'avez entendu dans la presse, quand ils passent pas tout simplement à leur banque pour souscrire un micro-emprunt en vue de l'achat de leur Kalachnikov. Bon, c'est difficile à suivre. À côté de ça, on a des mouvements qui sont authentiquement crapuleux, qui sont drapés ou non dans une couverture politique et en général dans le drapeau vert, comme ACMI, hein, vous vous souvenez de Marlboro le jour, islamiste la nuit ou l'inverse, comme le Front Moro aux Philippines, qui associe les activités crapuleuses à une revendication politique qui vise surtout à maintenir leur crédibilité, ou comme le faisaient les gens, les euroterroristes des années 70, qui ne pillaient pas les banques, qui faisaient de l'appropriation prolétarienne du capital. On a ensuite, effectivement, dans ces mouvements crapuleux, ceux qui se livrent à des prises d'otages. Et il faut noter que dans ce domaine, les pays arabes et musulmans viennent pas en tête et de très loin, puisque des prises d'otages contre rançon en pays musulmans, on en a quelques dizaines par an. En moyenne, en Amérique latine, c'est 6000 par an. Bien. Alors, l'expérience qu'on a acquise aussi en matière de terrorisme depuis le début du 19e siècle, hein, ça prouve, et surtout le début du XXe avec les anarchistes, ça prouve enfin que tout mouvement de violence politique qui parvient pas assez rapidement à ses fins a tendance à mettre sa technicité au service de l'enrichissement personnel de ses chefs et de ses membres. Et là, on retombe sur des problèmes de blanchiment, mais qui n'ont plus grand-chose à voir avec le terrorisme et beaucoup plus avec la crapulerie. Alors, tous ces modèles, ça génère effectivement des flux en aval de l'action violente. Ça permet donc en général d'identifier après coup les auteurs de l'action, ce qui est en général parfaitement inutile d'un point de vue renseignement, parce qu'on les connaissait déjà, on les connaissait avant ou on les connaissait pendant, puisqu'ils s'inscrivent dans un continuum criminel. On l'a vu avec Mokhtar Belmokhtar ou Abu Zaid au Sahel. Moi, je me souviens très bien que Mokhtar Belmokhtar, nous, en tant que service, nous avons commencé à le suivre non pas sur des affaires de terrorisme, mais sur des affaires de trafic.
ou alors comme le commandant Robot aux Philippines, et un certain nombre de chefs de gang en Amérique latine. Alors, troisième mouvance auquel on est bien obligé de s'intéresser, c'est celles qui sont authentiquement terroristes et organisées, sur le modèle d'Al-Qaïda. Ce sont les seuls qui génèrent véritablement un flux de financement descendant en direction des exécutants de la violence. Le problème, c'est que, comme l'a souligné tout à l'heure Richard, ces flux, ce sont des flux qui demeurent extrêmement modestes. L'action terroriste, rappelons-le sans cesse, c'est d'abord une action d'économie qui vise à obtenir un maximum de résultats avec un minimum de moyens. Alors, tu l'as évoqué, Richard, tout à l'heure, on a chiffré le coût des attentats du 11 septembre à 500 000 $. Alors, personne n'a jamais été foutu de me dire d'où ce chiffre sort. Hein, mais comme les experts de plateau télé le répètent depuis 15 ans, c'est que ça doit être vrai. Personnellement, je pense que ça a coûté moins cher que ça, mais peu importe. 5000 billets de 100 $, ça occupe le volume de 2 ramettes de papier A4 et ça pèse 5 kilos. Alors ça peut voyager, numéro ne se suivant pas, dans un attaché-caisse ou une sacoche sans éveiller d'attention particulière. Et aucun attentat terroriste commis depuis le 11 septembre n'a coûté une telle somme. Donc ça passe très largement sous le faisceau des radars. Le flux des financements nécessaire s'élargit évidemment quand il ne s'agit plus de frapper au loin des coups d'autant plus fortement symboliques qu'ils sont rares, mais quand ça vise à instaurer un climat de terreur permanente dans un espace donné, comme le fait l'État islamique, comme le font les talibans, comme le fait Boko Haram, les Chebabs somaliens ou le Front Moro aux Philippines. Mais on a alors affaire à ce moment-là à des proto-États avec un chef, une mission, des moyens, un contrôle territorial, une administration, en particulier une administration fiscale, qui s'autofinance par le racket, la taxation, le vol, les trafics. Et ça, c'est quand même assez facilement traçable. Et il faut, dans ce cas-là, envisager effectivement des contre-mesures qui sont à l'évidence d'ordre militaire, puisqu'on a affaire à des États ou à des proto-États. Et j'en reviens une fois de plus à ce qu'a dit Richard tout à l'heure. L'action terroriste violente en elle-même, elle coûte pas cher et elle met en œuvre des modèles de financement si modestes qui sont quasi indétectables dans le bruit de fond des mouvements monétaires courants. En revanche, et j'en reviens, je radote aussi, ce qui coûte cher dans la violence politique à grande échelle, contrairement à la violence criminelle crapuleuse, c'est la mise en condition des exécutants pour passer à une violence dont ils ne seront pas, en général, directement bénéficiaires, surtout s'il s'agit d'actions kamikazes. Bon, on ne trouve pas un volontaire au pied de chaque cheval et à chaque coin de rue pour aller se faire sauter. Ça relève d'une mise en condition qui demande là des moyens importants et du temps. Le financement d'agents d'influence, de locaux de mise en condition sectaires, de réseaux, de médias de propagande. Et quand on voit quels médias de propagande sont mis en œuvre, on voit bien que ça coûte cher, même si on peut s'interroger sur leur origine exacte, parce que je vois mal Daesh faire ses films de propagande au milieu du désert avec 2 heures d'électricité par jour. Bien. Ça demande la prise en charge des exécutants de la violence de leur famille. Ça demande une assistance technique militaire pour les mouvements violents les plus structurés. Et dans ce domaine, on sait à peu près parfaitement depuis près de 30 ans d'où viennent les financements, même si tout le monde fait semblant de tomber de sa chaise quand l'Arabie saoudite accuse aujourd'hui le Qatar de soutenir et financer la violence salafiste. Bon, c'est un exercice qui tient d'ailleurs du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire, hein, dans cette affaire. Parce que depuis 2003, par exemple, le département américain du Trésor publie chaque année au mois de novembre une liste de personnes ou d'organisations contribuant de manière significative au financement direct ou indirect de la violence salafiste. On y trouve une majorité de personnalités ou d'organisations pseudo-caritatives de la péninsule arabique, et en particulier d'Arabie, telles que Islamic Relief, la Ligue islamique mondiale, l'Organisation mondiale de la jeunesse musulmane, le Conseil mondial des mosquées, etc., etc. On aura quand même noté au niveau de la presse le silence religieux, si je puis dire, des politiques et des médias occidentaux autour de cette publication annuelle. Et on ne peut pas soupçonner, puisque c'est en œuvre depuis 2003, on ne peut pas soupçonner l'administration Bush à l'époque d'avoir voulu pointer un doigt très accusateur sur l'Arabie saoudite. N'empêche, techniquement, c'est comme ça. Alors, comme l'a noté à juste titre le chercheur François Burgat il n'y a pas longtemps au cours d'une audition parlementaire, l'Arabie saoudite, elle ne soutient pas le djihadisme par affinité idéologique ou par volonté missionnaire.
elle le fait par pragmatisme. Elle soutient quiconque dans le monde arabe et musulman, y compris dans les communautés émigrées, peut mettre la famille à l'abri du regard critique de l'Occident, à l'abri de la concurrence impériale de l'Iran, à l'abri de la contestation, en particulier de la contestation démocratique ou sociale, et elle encourage partout et toujours quiconque est susceptible de relayer la doxa théocratique, sectaire, réactionnaire, sur laquelle elle a construit sa légitimité contestable. Alors, il ne manque évidemment pas de candidats pour essayer de profiter de la rente que ça génère, que cette stratégie génère, parce que, faute de moyens culturels et humains, l'Arabie est bien contrainte de la mettre en œuvre par une tactique du chéquier, telle que stratégie qui a été parfaitement décrite récemment par Pierre Conessa dans ce remarquable bouquin qui s'appelle Dr Saoud et Mr Djihad, et telle qu'elle avait été parfaitement annoncée dès 1998 dans Les Dollars de la Terreur du monsieur qui est en face de moi, là, avec ses belles lunettes, qui ne sont pas bleues, tiens. Alors, d'un point de vue technique, la lutte contre ce genre de financement, elle n'a jamais été mise en œuvre parce qu'elle se heurte à un double obstacle à la fois juridique et politique dont les sponsors de la violence salafiste profitent largement. D'abord, en raison du caractère dual de ce type de financement. Dans des pays libres et démocratiques, il paraît difficile de criminaliser le fait de financer un lieu de culte, de financer des ministres du culte, de financer un club culturel ou sportif. Je rappelle qu'en Algérie, le principal creuset qui a servi à fabriquer les volontaires du fils ou autres, c'était des clubs de football financés par nos amis saoudiens. On peut guère non plus criminaliser le financement de littérature ou de sites internet un peu engagés, tels qu'on peut les voir fleurir sur le web. Et puis en plus, le droit anglo-saxon va même plus loin en matière d'incrimination, puisqu'il exige la double preuve que des fonds ont été transférés à une structure violente. Bon, ça en général, si on travaille un peu bien dans l'enseignement, on y arrive, mais elle exige également, sur le même plan, de prouver que le donateur avait la connaissance et l'intention que les fonds qu'il a versés servent à une action violente. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile à démontrer sur le plan juridique. Alors je sais que c'est un héritage des affrontements en Irlande du Nord, où on ne pouvait pas incriminer côté protestants comme côté catholique, les gens qui étaient rançonnés par leur propre camp pour donner de l'argent soit à l'IRA, soit aux extrémistes protestants, et puis on ne pouvait pas les accuser de financement du terrorisme alors qu'ils étaient rackettés. Mais ça pose un problème parce que on en est arrivé au Londonistan, comme on l'a appelé, aux difficultés qu'on a pu avoir, nous, dans la relation avec les services britanniques, au fait qu'il nous a fallu plus d'une dizaine d'années pour obtenir l'extradition du financier des GIA, et que toute la mouvance islamiste et tous les sponsors et les financiers de l'islamisme ont bien compris qu'il fallait avoir son siège social à Londres pour pas être embêté. Enfin se pose le problème de la volonté politique de tarir ce genre de financement. Et là, on est loin du compte entre une administration américaine qui ne retient comme soutien du terrorisme dans la région que l'Iran, ou bien des autorités françaises qui en sont réduites à incriminer deux sous-fifres du cimentier Lafarge en matière de financement du terrorisme. Alors, je ne vais pas me faire l'avocat de Lafarge ici. Je suis bien placé pour savoir qu'ils n'ont pas toujours eu des méthodes blanc-bleu en matière de concurrentielle. Bon, cela étant, en ce qui concerne cette affaire en Syrie, Lafarge s'est trouvé, comme un certain nombre de gens à Chicago dans les années 30, objet d'un racket, et il a payé. Il a payé et se pose ensuite, pour pouvoir continuer à travailler, ils ont payé. D'accord. Mais si on met Lafarge sur la sellette, il va falloir se poser beaucoup d'autres problèmes, et en particulier... je pense qu'un certain nombre de dirigeants français ont payé des rançons pour récupérer des otages. Et qu'on ne vienne pas me dire que c'est pas vrai, j'ai porté les sacs. Bien. Alors, ont-ils financé le terrorisme ? Il va falloir faire un gros travail d'introspection. Voilà. Alors, de fait, le lien entre le djihadisme
et le wahhabisme, il est avéré depuis plus de 2 siècles, hein, depuis l'expédition Bonaparte, où déjà la famille Saoud avait commencé à instrumenter des djihadistes pour protéger sa progression vers les lieux saints, et puis elle a remis ça en 1920, et puis on peut considérer que la création d'Al-Qaïda face à l'Union soviétique, puis face à l'Iran, a correspondu à une défense des intérêts saoudiens qui se sentaient menacés aussi bien par l'Union soviétique qu'ensuite par l'Iran, et puis l'État islamique qui avait été très largement au départ sponsorisé par l'Arabie saoudite contre ce que l'Arabie saoudite ressentait comme une prise en main par les chiites de l'Irak. C'est la 4e fois donc en 2 siècles que l'Arabie saoudite suscite la violence politique, la violence wahhabite, la violence salafiste, et qu'elle l'instrumentalise, mais qu'elle échoue systématiquement à en contrôler les développements et les effets pervers, puisque ça finit par se retourner contre elle et contre ses alliés, et qu'elle ne trouve son salut que dans l'intervention armée de puissances étrangères, en général non arabes et non musulmanes, qui doivent ensuite supporter le poids militaire, le poids financier de cette intervention, la responsabilité morale et la culpabilité de ses conséquences, et le soupçon évidemment sans cesse recommencé de mener une croisade contre l'islam, ce qui nous amène, nous, à avoir des réactions au sein de nos propres sociétés. Alors on peut faire semblant de regarder ailleurs pour des raisons d'opportunité économique ou diplomatique, comme on l'a fait pendant des années pour le Qatar. Bon, je n'ai pas à en juger, c'est le problème de nos dirigeants démocratiquement élus. Mais il serait quand même dangereux pour des professionnels ou pour des gens qui réfléchissent d'ignorer ou de nier le phénomène. Et il serait totalement vain, dans ces conditions, de prétendre inventer des martingales infaillibles pour neutraliser la violence salafiste en s'attaquant à ces financements, et ces financements qu'on ne veut pas voir et contre lesquels, en fait, on ne veut pas lutter. Merci de votre attention. Merci Alain pour cet exposé magistral. Moi, je me rappelle, au début du printemps arabe, on a publié à la une interview de vous intitulée Printemps arabe, hiver islamiste. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours le cas de tous les spécialistes de l'enseignement qui se limitent à l'aspect technique du problème. Alain, il a ce talent d'englober tous les aspects géopolitiques. Moi, je partage parfaitement avec vous le point de départ, c'est que la lutte contre le financement du terrorisme implique d'abord de définir le terrorisme lui-même. Force est de constater que c'est bien d'être le cas. C'est bien loin d'être le cas. C'est loin d'être un problème de sémantique ni de philosophie, car définir ce qu'est le terrorisme est un préalable à l'identification de ses géniteurs, de ses instigateurs, de ses financiers, de ses idéologues, de ses propagateurs et enfin de ses exécutants. On ne peut pas faire l'économie de l'impasse sur cette question. Cela implique aussi l'étude des raisons géopolitiques qui avaient présidé à la montée en puissance de ce phénomène aujourd'hui transnational, tout en précisant que comprendre n'est pas excuser ou pardonner, loin de là. Il va de soi que l'absence d'une définition rigoureuse de ce phénomène rend la lutte contre le terrorisme moins efficace. Elle ouvre la voie à une politisation, à une instrumentalisation contre-productive, comme on l'a vu depuis une dizaine d'années. Les exemples ne manquent pas. Contentons-nous de 2 cas les plus criants, les plus emblématiques, les plus instructifs, l'Afghanistan et la Syrie. On se rappelle comment un certain Ronald Reagan, alors président des États-Unis, avait qualifié les pères fondateurs d'Al-Qaïda, il les a qualifiés de combattants pour la liberté. Quelques 20 ans avant les 11 septembre, parce que leurs fils et leurs descendants ont perpétré cet attentat. Et les terroristes syriens, on sait comment on les a appelés. On les appelle aujourd'hui, certains continuent à les appeler d'opposants modérés.
Je ne vais pas abonder dans ce sens. Vous connaissez tous l'instrumentalisation qui a été faite par les États-Unis en établissant une liste des États soutenant le terrorisme, incluant la Syrie, pour son soutien aux organisations palestiniennes et au Hezbollah, l'Iran, le Soudan et le Soudan. Cuba, après avoir fait partie de cette liste, en a été retiré pour être remplacé par la Corée du Nord. Donc, c'est pour le dire à quel point cette liste n'est pas scientifique et ne reflète pas la réalité de ce phénomène. Bien entendu, l'Arabie saoudite, les pays de Ben Laden, le pays de Ben Laden, dont 15 des 19 terroristes ayant perpétré le 11 septembre, ils sont des ressortissants et qui fournit l'un des plus grands contingents de terroristes en Syrie et en Irak, mais aussi en Asie centrale et au Yémen, ne figurent pas sur aucune de ces listes. Mieux encore, on a eu droit dernièrement à Riyad, capitale du royaume wahhabite, dont la doctrine arme idéologiquement et politiquement la quasi-totalité des mouvements terroristes dans le monde, à un spectacle surréaliste, tragicomique. Voilà en effet un pays qui a présidé à la naissance d'Al-Qaïda en Afghanistan, avec la complicité active de la CIA, qui, dans son djihad contre le communisme, va jusqu'à armer et financer les contras au Nicaragua, qui, à travers sa guerre d'agression contre le Yémen voisin, contribue à la multiplication de foyers terroristes dans ce malheureux pays, qui finance et arme de nombreuses organisations armées islamistes en Syrie. Voilà, ce pays se présente aujourd'hui comme le commandant en chef d'une coalition musulmane dite antiterroriste, rassemblant une quarantaine de pays musulmans, dont une bonne partie finance des groupes terroristes, en excluant les principaux pays musulmans qui font face et qui sont victimes de ce fléau et le combattent férocement, à savoir la Syrie, l'Irak et l'Iran. Il manquait à cette messe le Qatar, qui n'a pas voulu ou n'a pas pu y assister, car 4 pays membres de cette coalition dite antiterroriste, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et l'Égypte, l'avaient, il y a quelques mois auparavant, accusé de soutenir le terrorisme et l'avait ostracisé, lui imposant un implacable blocus économique, politique et humain. Cette guerre entre soutien avéré du terrorisme, sous les yeux amusés et intéressés des États-Unis, aura, il faut s'en réjouir, des retombées positives sur l'éclatement de la vérité quant au financement du terrorisme, dont on veut lutter contre. Hier, complices et alliés, ils en sont arrivés à déballer devant le grand public leur fait d'armes en matière de financement de terrorisme. Voici ce que l'ancien Premier ministre du Qatar a révélé dans une émission de 90 minutes, non pas sur la chaîne Al Jazeera, mais sur la chaîne publique qatari elle-même. Je cite: « Dès que les événements ont commencé en Syrie, je suis allé en Arabie saoudite rencontrer le roi Abdallah. Cela fait suite aux consignes de son Altesse le Prince Père, il veut dire le prince Hamad qui n'est plus le prince actuel. Je lui ai dit, ça se passe comme ça en Syrie. Il m'a répondu, nous sommes avec vous. Continuez, occupez-vous de cette affaire et nous nous coordonnons avec vous. Mais vous prenez l'affaire en main. » Je cite l'ancien Premier ministre qatari. Et nous l'avons prise en main. Je ne veux pas donner des détails. Nous avons des tas de documents et de preuves sur ce sujet. Tout ce qui partait en Syrie allait en Turquie en coordination avec les forces spéciales américaines. Toute distribution se faisait par les forces américaines. Les Turcs, nous-mêmes et nos frères syriens, de tous les militaires, étaient présents. Et tous les militaires étaient présents. En parlant des Syriens, c'est-à-dire les opposants, les Syriens modérés, bien sûr. Il y a eu peut-être une erreur, c'est toujours lui qui parle, quand on a soutenu tel ou tel groupe. Mais Daesh, ils exagèrent là, un peu.
y aurait-il eu une relation avec Al-Nusra? Peut-être. Au nom de Dieu, je ne sais pas. Mais je dirais, même s'il y a eu, lorsqu'on nous avons reçu l'ordre, entre guillemets, qu'il faut arrêter de soutenir Al-Nusra, nous avons arrêté de le soutenir. Et on s'est concentré sur la libération de la Syrie. Voilà. Nous nous sommes disputés la proie. La proie, c'est la Syrie, en son jargon. Et la proie nous a échappé. Et nous continuons notre dispute. Maintenant, Bachar al-Assad est là, en Syrie. Bon, maintenant, vous dites que Bachar reste. OK, nous n'avons pas d'objection, sauf que la Syrie est un champ de ruines où il y a tous les groupes possibles, imaginables de terrorisme, etc., etc. En Syrie, le Qatar était l'acteur principal dans la crise avant que les Saoudiens ne tentent par la suite de monopoliser le dossier. En Libye, le Qatar s'est retrouvé en concurrence avec les Émirats qui soutenaient un autre groupe armé. Résultat des courses, il y avait trop de cuisiniers, le plat a été gâché. Voilà, ça c'est l'analyse et les aveux de l'ancien Premier ministre qatari. C'est bon, je pense que vous les avez déjà lus, mais c'est bon de les rappeler en parlant du financement, de la lutte contre le financement du terrorisme. Les plus hauts responsables américains ne démentiront pas l'ancien Premier ministre qatari. Dans un long article Testament paru dans le mensuel américain The Atlantic en 2016, sous le titre The Obama Doctrine, la doctrine Obama, rédigée par le journaliste Jeffrey Goldberg, sur la base de dizaines de rencontres avec Obama lui-même et les plus hauts responsables américains. Des informations de première main sur le soutien de son administration au groupe du terroriste, je veux dire, sans rire, l'opposition modérée en Syrie. Il y a tout dedans. On apprendra ainsi que 2 mois après avoir renoncé à des frappes contre la Syrie, le 30 août 2013, pour la punir d'avoir eu recours, selon lui, aux armes chimiques, Obama autorisera l'envoi de 15 000 missiles anti-chars, TOW, vers l'Arabie saoudite. Charge à Riyad de les faire parvenir à des groupes d'insurgés syriens agréés par Washington. La plupart finiront dans les mains de Jabhat al-Nusra, c'est-à-dire l'émanation syrienne d'Al-Qaïda, ce qui finira par convaincre Obama de l'inanité d'intervenir dans le conflit syrien. La France, sous Hollande, n'a pas été en reste. Elle a également contribué à financer la soi-disant opposition modérée dès le début du conflit. L'affaire Lafarge, où des lampistes ont été condamnés, n'est qu'une goutte d'eau. Le président lui-même le revendiquera dans le livre Confidence des 2 journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Un président ne devrait pas dire ça. Le président Hollande confirmera ces informations dans une interview au Monde, puis dans une déclaration devant la presse française. Je cite, « Nous ne devons pas relâcher le soutien que nous avions accordé à ces rebelles, qui sont les seuls à participer à l'esprit démocratique », a déclaré le président français devant la presse lors d'un déplacement dans le sud de la France, avant de préciser que la France ne peut pas le faire seule, et ça se fait en bonne intelligence avec l'Europe et les Américains. Rien ne sert de s'étendre sur ces secrets de Polichinelle. Les horribles attentats qui ont frappé la France et l'Europe, et dans une moindre mesure les États-Unis à partir de 2015, ont créé un choc salutaire, mais insuffisant. Une stratégie de lutte globale et multidimensionnelle contre le terrorisme n'est pas encore en place. Les relations avec les pays exportateurs de terrorisme n'ont pas été revues en profondeur. On continue à exporter des armes de plus en plus sophistiquées vers ces pays qui serviront non pas à assurer leur propre sécurité, mais à alimenter des guerres extérieures, dont la guerre contre le Yémen et demain peut-être contre l'Iran.
La politique étrangère française, colonisée depuis 20 ans par l'idéologie néo-conservatrice, qui croit encore aux vertus du régime change et de l'exportation de la démocratie par les tapis de bombes, devrait renouer avec ses principes fondateurs qui avaient fait sa gloire, à savoir l'indépendance, la non-ingérence, la justice et le respect du droit international. Une telle diplomatie basée sur la coopération entre États souverains est la mieux armée pour lutter efficacement contre le terrorisme. On n'a pas non plus pris conscience de l'urgence. Je terminerai. Frontalement aux facteurs endogènes du terrorisme sur le plan de l'éducation, de l'intégration, de la lutte contre tous les communautarismes et pour une vraie citoyenneté. Cela implique la réhabilitation de l'État, dont la première mission est d'assurer la sécurité, la liberté et l'intégration de tous ses citoyens, loin des dictats d'une mondialisation de plus en plus ravageuse et propice à toutes sortes de dérives terroristes. Je vous remercie. Bon, je remercie nos deux intervenants. Vous avez abordé le problème en Syrie. Moi, je me suis toujours posé d'ailleurs une question en Syrie. Daesh exportait du pétrole et différentes autres choses. Et ensuite, on ne savait pas trop qui achetait ce pétrole. Bon, il a été question du fils du président Erdogan, turc. Bon, c'est très simple. Les policiers et les juges qui se sont intéressés à cette affaire se sont retrouvés en prison. Donc maintenant, on n'en parle plus beaucoup. Mais je répète aussi un petit peu ce que je disais en introduction. Donc on lutte pas contre vraiment un phénomène de combat, mais on lutte contre des idéologies et une idéologie mortifère qui est en ce moment le salafisme djihadiste. Mais imaginons qu'il disparaisse demain, le terrorisme sera un moyen employé par d'autres idéologies qui pourront l'aborder. Quelques questions. Alors maintenant, nos intervenants se livrent à vos questions. Je vais servir de... François Martin de l'association HEC. Je voudrais poser une question à Monsieur Chouet. Je voulais vous demander si vous ne pensez pas qu'il aurait fallu élargir un peu la question, en fait, et au lieu de parler du financement du terrorisme, de parler du financement de l'islam politique, plus largement. Parce que vous avez dit vous-même qu'en fait le terrorisme coûte pas cher. Par contre, la construction de mosquées, le financement d'imams, d'actions culturelles, d'écoles privées, etc., qui servent à diffuser la doctrine toxique, y compris chez nous, dans la ligne du document de l'ICESCO qui s'appelle Stratégie pour le développement d'une culture islamique en dehors des pays islamiques, que vous connaissez, qui date de l'an 2000. C'est extrêmement intéressant. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça qui est le cœur de la question et pas seulement la question du financement du terrorisme? Voilà la question. Bien. Vous savez, moi, vieux soldat, hein, on me demande de parler du financement du terrorisme. Je parle du financement du terrorisme. Mais votre question est parfaitement sensée. C'est bien évidemment ça le problème. C'est pas le problème n'est pas le financement du terrorisme en lui-même. D'abord parce qu'on a eu d'autres formes de terrorisme que le terrorisme islamique, comme l'a évoqué tout à l'heure Alain Rodier. Le terrorisme, c'est une arme du faible au fort qui, dans la configuration mondialisée qu'on a, où il est clair qu'on va plus régler ces problèmes de frontières, de souveraineté, de pouvoir, etc., en lâchant des escadrons de chars dans les plaines d'Europe centrale. Hein, face à l'hyperpuissance technologique américaine ou occidentale, les conflits emprunteront maintenant les chemins longs des manipulations politiques et des violences indirectes. Donc, oui, on a eu un problème depuis 30 ans d'instrumentalisation
par l'Arabie Saoudite, qui avait très peur de l'Iran, hein, qui a eu très peur des évolutions nationalistes et démocratiques dans les pays arabes. On a eu une instrumentalisation permanente, une tentative de prise de contrôle de l'islam mondial par l'Arabie Saoudite, par une diplomatie du chéquier. Je vous renvoyais tout à l'heure au bouquin de Pierre Conessa, qui est excellemment bien fait. Et c'est le salafisme, il y a 30 ans, dans l'islam de France, personne ne savait ce que c'était. Parler du salafisme ou du wahhabisme aux musulmans de France, il y a une trentaine d'années, personne ne savait ce que c'était. Bien, donc on a eu une prise de contrôle de l'islam global, et une tentative de prise de contrôle de l'islam global, et en particulier de l'islam de France, par le wahhabisme, qui s'est traduite. Nous, on l'a eu en France depuis les années 70. Les Belges, c'est depuis 1958, hein, depuis que, au cours de l'exposition universelle de Bruxelles, quand il y a eu un incendie dans un grand magasin, il se trouvait que le roi Ibn Saoud était là en visite officielle, et il a pris son chéquier pour les victimes de l'incendie du magasin Innovation de Bruxelles, et en échange, le roi Baudouin a concédé à l'Arabie Saoudite le monopole de l'encadrement de l'islam en Belgique. Bon, on en mesure aujourd'hui le résultat avec Sharia for Belgium, etc. Voilà. Alors, oui, votre question est bonne, c'est qui finance le salafisme et le wahhabisme, et fait l'extrémisme politique islamiste? Ben, on le sait, hein, on le sait. Alors, on peut toujours, comme j'ai conclu tout à l'heure, on peut toujours faire des conférences sur le financement de l'islamisme politique qui mène aux extrémités. On sait d'où ça vient. Il n'y a pas lieu de faire des grands moulinets de bras pour dire, mais on va essayer de découvrir qui finance le terrorisme. On le sait. Oui, Jacques Poinas, ancien chef de l'unité de coordination de lutte antiterroriste. Encore une question pour Alain, peut-être. Je crois qu'effectivement, lorsqu'on parle de financement du terrorisme, on parle de l'instrumentalisation du terrorisme par les États. On retombe toujours dans cette question. Ceci dit, je crois que le terrorisme ne se réduit pas à l'instrumentalisation par les États. Et je crois que... est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que il y a une instrumentalisation du djihadisme actuellement, bien sûr, dans le cadre de l'affrontement global, disons, entre chiites et sunnites ou entre Arabie Saoudite et Iran, comme il y avait dans les années 70-80 une instrumentalisation du terrorisme des années 70-80, d'extrême gauche ou nationaliste, etc., dans le cadre de la guerre des blocs. Mais je crois que ça ne résout pas tout le problème du terrorisme, parce que le terrorisme a aussi des causes endogènes et que l'instrumentalisation, elle est souvent partielle, parfois maladroite, et même parfois, je dirais, le manipulateur est lui-même manipulé par son jouet. Oui, Jacques, bon, tu as parfaitement raison. Et je vais m'appuyer sur deux citations récentes. Hein. C'est celle d'Olivier Roy, qui se pose la question de savoir si c'est la radicalité qui s'islamise ou l'islam qui se radicalise, et puis celle de notre ami Trévidic, juge aux affaires familiales au tribunal de Lille, qui nous dit de tous ces jeunes qui sont passés dans mon bureau, djihadisme, islamisme ou pas, ils seraient passés à la violence. Bon. Et on le voit bien dans notre pays, c'est que la plupart des attentats auxquels on a eu à faire face, c'est pas des militants d'une armée étrangère qui sont venus chez nous pour nous frapper. C'est nos enfants, c'est les produits de notre société. Hein, tous. Donc là aussi, on a un autre problème, et il faut balayer devant notre tapis. Et là, on ne sait plus très bien si on est dans le terrorisme ou dans une revendication endogène de reconnaissance de ce que tu veux, ou de type qui pète les plombs pour différentes raisons. Mais on a des questions à se poser sur la façon dont on a éduqué nos enfants. Peut-être il y a des choses à faire. Alors évidemment, ça s'inscrit dans la toile de fond d'une violence internationale, parce que il faut bien que ces jeunes gens donnent une rationalité à leur pulsion de mort
comme Anders Breivik en Norvège avait été le chercher dans son vieux fonds culturel nazi, comme Timothy McVeigh, le mec qui avait fait l'attentat d'Oklahoma City, avait été le chercher dans le vieux fonds culturel du Ku Klux Klan. Bon, nos jeunes, là, ils vont le chercher dans les flamboyances du djihadisme international. Ce qui ne veut pas dire qu'ils en font partie, parce que la plupart de ceux qui ont frappé chez nous ces dernières années, c'est pas ceux qui sont allés en Syrie, hein, ou qui sont allés se battre à l'extérieur, c'est ceux qui précisément n'ont pas pu, pas su, pas voulu y aller. Hein, et qu'on ne me raconte pas les histoires avec Mohamed Merah qui aurait eu des formations super. Il a été 2 fois sur le terrain, 1 fois 8 jours, il s'est fait virer pour défaut de visa, la 2e fois, il a été rapatrié sanitaire pour des histoires de foi. Bon, donc il a pas. Et puis de toute façon, il n'y a pas besoin d'une formation très poussée pour revolveriser des petits enfants à la sortie d'une école. Voilà. Donc on a, tu as raison, Jacques, on a parfaitement un problème de société interne à nous, bon, qui évidemment emprunte les voies de schémas extérieurs, mais qui est quand même notre problème avant tout. Pas seulement le nôtre. Hein, Oui, non, problème aussi, bien sûr. Oui, bonjour, Anne Judicelli, merci pour vos interventions, ça couigne un peu. Juste une chose, je pense qu'on s'épuise à avoir une définition du terrorisme, alors qu'on sait très bien que c'est un instrument à géopolitique variable, et comme dirait un célèbre avocat, on est toujours le terroriste de chacun. On voit bien que même sur notre territoire européen, il faut une revendication pour identifier s'il s'agit d'un fou ou d'un terroriste. Bon. Sur la question très, très intéressante qui a été posée tout à l'heure sur l'islamisme politique, en fait, dans le cadre de la crise entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, c'est davantage la problématique des frères musulmans qui est en jeu, plus que cette affaire de terrorisme, puisque, encore une fois, on est toujours le terroriste de quelqu'un au moment où on le souhaite. J'avais juste une question sur je viens de boucler une grosse étude sur une cartographie mondiale de la finance islamique, qui est une industrie qui pénètre de plus en plus le marché de la finance conventionnelle. Et elle a juste un trou noir, hein, qui est ce qu'on appelle tout ce qui est donation et dons, zakat ou qard el-Hassan, qui sont des canaux de financement qui ne sont pas réglementés, qui ne passent pas par une institution. Donc il n'y a aucune traçabilité de ces fonds-là. Est-ce que ces fonds-là sont considérés, sont surveillés, et est-ce qu'on considère qu'ils pourraient être justement non pas le financement des États type Arabie Saoudite ou Qatar, mais bien plutôt de différents clans, d'hommes d'affaires, qui utiliseraient ces canaux non traçables pour finalement arriver au même résultat. Merci. Et je passe à ma voisine qui également... Merci. Oui, la question est terminée. Oui, la voisine, je passe. Bon, on a bien vu que... Non, je pose une Pardon. On a bien vu qu'à l'été 2013, il s'est produit quelque chose d'extrêmement important en matière de financement du terrorisme. C'est que, à peu près à quelques semaines d'intervalle, le Qatar a cessé. Il y a eu un coup d'État à Qatar en juin 2013. La vieille Sheikh Ramosa, enfin la vieille, pas si vieille que ça, a envoyé son vieux mari se faire voir à Londres avec ses créatures et son cousin Ahmad Ben Jassem. Et le conseil de famille a décidé que ça commençait à bien faire de financer les barbus et qu'il valait mieux financer le PSG ou les hôtels de luxe parce que ça rapporte quand même mieux que les barbus. Donc cessation des fonds publics qataris à la contestation salafiste. Au même moment, et parce que Mohamed Morsi avait commis des bêtises énormes au niveau de sa gestion en Égypte, les Saoudiens se sont aussi fâchés avec les frères musulmans et ont interrompu leur financement public aux mouvements salafistes internationaux. Ça n'a pas empêché la poursuite de financement privé. Et ça a triggered, comme on dit en anglais, ça a déclenché d'ailleurs la sortie de l'État islamique en Irak, qui, ne recevant plus de fonds publics de ces deux monarchies,
a été fondé à ce moment-là, et son acte fondateur, ça a été de s'emparer de la succursale de la Banque centrale à Mossoul et d'y rafler 500 millions de dollars pour pouvoir s'acheter des chefs de tribus et des chefs de villages dans le nord de l'Irak et dans le nord-est de la Syrie, de façon à se créer une première assise territoriale qui lui permettait de se livrer à l'impôt, aux raquettes, au pillage, etc. Donc à remplacer les ressources qui lui venaient des pétromonarchies par un autofinancement. Bien. Alors, tout cela n'a pas empêché la poursuite d'un certain nombre de financements par des personnes privées. Pas seulement en Arabie, il y en a aussi à Qatar, bien sûr, à Koweït, pas mal, et qui empruntent des canaux de financement dont Marie-Christine nous parlera tout à l'heure. Alors effectivement, nous, on nous prenait pour des imbéciles, parce que quand on voyait pas passer l'argent, on nous disait « Ah, mais vous comprenez rien à la Wallet, enfin, au système de compensation, etc. » On comprenait très bien, sauf que quand on venait dire « oui, mais il y a telle personne, monsieur machin, Mohamed Ben Flan, là-bas, en Arabie Saoudite, qui justement, il a envoyé des sous, qui sont passés par là, pour arriver là. On dit, ah oui, non, mais attendez, si c'est un Saoudien, foutez-lui la paix. Bon, voilà. Alors oui, les financements, comme tous les financements délictueux, ça emprunte des voies qui sont bien connues des financiers soit de blanchiment, soit de noircissement. Hein. Le système bancaire de Bahreïn vit essentiellement du blanchissement et du noircissement d'argent saoudien, puisque les Bahreïnis, les pauvres, ils n'ont plus grand-chose comme ressources, ils n'ont plus de gaz, ils n'ont plus de pétrole, ils ont la base navale américaine et le système de banque offshore qui existe chez eux. Voilà. Alors ça emprunte des canaux tout à fait traditionnels de la finance délinquante. Oui. Vous nous en parlerez, Marie-Christine, tout à l'heure, cher ami. Bonsoir, bonjour à tous. Nadine Touzeau, je suis profiler, net profiler et chercheur en comportement des cybercriminels. C'est pas moi. Comment ? C'est pas moi. Non, je sais. Alors, la question que j'ai, je vais d'abord revenir un peu sur les propagandes. Il y a des éléments que peut-être vous connaissez certainement, enfin je suppose. C'est toutes les vidéos ou tous les éléments que l'on a dans le dark web, tout simplement, qui permettent de diffuser, par exemple, les ventes des femmes yézidis ou européennes ou ainsi de suite pour les soldats de Daesh, de l'UI, etc. Et qui sont une propagande qui coûte aussi de l'argent, mais c'est le côté Internet. Et moi, ma question, c'est qu'on n'en parle pas assez, mais sauf que le terrorisme et le cyberterrorisme ne peuvent pas, à mes yeux, être dissociés. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous faites du Bitcoin, par exemple ? Parce que ça fait partie de l'argent, mais qui sort d'un univers sombre, qui n'est pas contrôlé, qui n'a aucune frontière, vous connaissez le système, et qui fait partie aussi de ces choses qui sont dans la lutte contre le blanchiment d'argent, contre la lutte contre le terrorisme. Vous parliez de Palmyre tout à l'heure, il y a des pièces qui ont été vendues dans le dark web, darknet exactement, et ainsi de suite. Donc plus les femmes, plus les armes, plus les modes opératoires, puisque sur une affaire, j'avais vu ça une fois, où les modes opératoires passaient par la cyber et étaient reproduits dans le monde réel, ce qui provoquait plusieurs signatures. Donc, quelle est votre vision par rapport à ça ? Merci. La vision, c'est que la finance délinquante s'adapte à tous les moyens qui est nouveau mis à sa disposition et que on voit effectivement, et ça concerne pas seulement le terrorisme, on voit se développer toute une exploitation des technologies nouvelles pour essayer de faire passer de l'argent là où il pouvait pas passer avant. Bon, le Bitcoin en fait partie. C'est toute une problématique qui est en développement et sur laquelle là aussi des gens sont beaucoup plus compétents que moi. Moi, quand j'étais petit, le Bitcoin ça n'existait pas, même quand j'étais grand. Voilà. Mais oui, là, les techniques frauduleuses par rapport à l'argent, dès qu'il y a une nouvelle technique, elles prennent. Moi, ce qui m'intéresse, en revanche, et j'ai essayé de l'évoquer, j'y ai fait une allusion tout à l'heure, c'est tout le système cyber qu'on attribue à Daesh, et dont on me dit, ah, mais ils font ça depuis Raqqa, tiens, mon œil. Parce que pour pouvoir mettre en œuvre des systèmes de la qualité, parce que c'est quand même une propagande de grande qualité. D'ailleurs, moi je risque la prison pour ça, puisque je sais que c'est criminalisé maintenant, la consultation régulière des sites djihadistes est criminalisée en France. Donc merci de m'apporter des oranges avec Giraud, Gilles Kepel, Olivier Roy, tout ça, parce qu'on les regarde à peu près tous les jours, donc je fais attention à pas me faire piquer. C'est un truc d'excellente qualité qui suppose qu'on a un accès
régulier à l'électricité, qu'on a des serveurs qui sont assez importants, bien refroidis, enfin tout ce que vous voulez, et qui nécessitent un substrat technologique important, qui clairement, et je connais bien la zone pour y avoir vécu pas mal de temps et pour y être retourné il n'y a pas si longtemps, ça n'existe pas, ça, entre le Tigre et l'Euphrate, du côté des Rezor ou Kamal, c'est pas vrai. Alors, je suis un peu surpris que monsieur Alexander, puis son successeur de la NSA, qui sont capables d'aller voir quelle marque de pizza commande Angela Merkel, sont infoutus de savoir d'où ça émet, ça. Hein. Bon, j'aimerais qu'on m'explique, parce que moi je suis pas très geek, hein, je suis de la génération d'avant, mais enfin je me dis que si on est capable de savoir quelle pizza commande Angela Merkel, on devrait savoir d'où viennent et par où passent ces circuits. Or, systématiquement, là je vois tout le monde lever le bras au ciel en me disant « Ah, mais mon pauvre monsieur, c'est beaucoup trop difficile, c'est pas traçable, ils ont des pare-feux, des trucs, des machins. » Oui, enfin ça les gêne pas beaucoup pour d'autres choses, voilà. Donc ça m'intéresserait de savoir d'où ça vient. Mais là, je laisse la responsabilité à ceux qui sont en charge. Moi, vous savez, je suis à la retraite, je danse. Hein. Il y a aussi les chaînes de télévision par satellite qui ont un contenu carrément djihadiste. Et là, personne ne les contrôle, c'est par satellite. Et la plupart de ces chaînes sont financées par des hommes d'affaires du Golfe ou par les États du Golfe. Et là, ils ont un discours vraiment agressif et pro-djihadiste. Aussi, il y a une certaine idée de l'islam politique, parce que moi, je me rappelle, en 2011, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, avait organisé à l'Institut du monde arabe un colloque sur l'islam et la démocratie, où il vantait les vertus de l'islam politique, soi-disant démocratique, et il appelait tous les musulmans à suivre le modèle turc à l'époque. Là, vous pouvez avoir les documents de ce colloque. Ça se passait à l'Institut du monde arabe. Et à l'époque, moi, je me rappelle, j'avais écrit un éditorial sur ce sujet, quand la France laïque fait la promotion de l'islam politique. Donc, il y a aussi Radio Orient, qui est la propriété de la famille Hariri. Chaque vendredi, tous les sermons de vendredi venaient directement de la grande mosquée de la Mecque, avec tout son contenu qui est inadapté aux musulmans de France. Vous voyez, c'est sans contrôle, sans rien du tout. Donc, il ne suffit pas de se braquer sur l'Internet, mais il faut aussi parler de la complicité ou de la naïveté ou tout ce que vous voulez des pouvoirs établis en Europe. Et aussi, il faut surtout, parce que tout ce phénomène ne naît que sur les décombres des États qu'on a contribué à détruire. Voilà, merci. Je voudrais savoir ce que font les États-Unis dans cette région du Moyen-Orient en finançant l'islam politique, par exemple. Chez les États-Unis, l'intervention n'est jamais gratuite. Je pense que ce n'est pas seulement pour respecter les accords de Quincy. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, s'il vous plaît ? Oh, ben, aucun État ne fait les choses gratuitement, mais je crois qu'il y a aux États-Unis un courant de pensée. Moi, je me refuse à dire les Américains parce que ça veut rien dire. Hein. Il y a aux États-Unis X centres de réflexion, de pensée, parfois antagonistes d'ailleurs, et qui tirent dans des directions différentes. Mais il y a un courant de pensée aux États-Unis qui est quand même assez corrélé à ce qu'on appelle les néoconservateurs, qui a fait le pari, c'est celui que Hillary Clinton a porté pendant des années, que les pays musulmans ne feront pas l'économie d'un passage par l'islamisme politique. Et qu'il faut l'encourager, et comme disait Catherine Ashton à une époque, on va l'encourager et on va le contrôler par la doctrine des 3 M, hein, Money, Mobility, Market. C'est-à-dire qu'on va les aider, on va les payer pour devenir islamistes, mais en échange, on exigera d'eux qu'ils laissent leurs jeunes venir s'instruire de la démocratie dans nos pays, et puis on exigera d'eux qu'ils se rallient à l'économie mondiale libéralisée de marché qui, comme chacun sait, mène mécaniquement à la démocratie. Bien. C'est une forme de pensée néoconservatrice américaine. Alors,
au-delà de toutes les considérations stratégiques qu'on a pu avoir à l'époque de la guerre froide et de l'affrontement Est-Ouest avec le containment de l'URSS, puis aujourd'hui le containment de l'Iran, mais c'est un mode de pensée qui convient parfaitement au néoconservatisme américain, où on a des sociétés qui sont dirigées par une pensée transcendante qui évite d'avoir tous ces machins rouges que les Américains peuvent pas blairer. Hein. Il faut que le patron ait une autorité qui lui vient de plus haut pour éviter d'avoir des syndicats, des machins qui contestent et qui finissent toujours par contester l'alliance avec les Américains ou la présence des Américains. Ça, ils peuvent pas supporter. Donc, un pouvoir transcendant, un pouvoir issu de on le voit avec les évangélistes américains, ça fonctionne très bien. Hein, et la transcendance divine donne du sacré au pouvoir et ça fonctionne. Donc, c'est assez bien. Évidemment, nous Français, on a un peu de mal à comprendre ça, puisqu'on a rendu à César ce qui était à César, à Dieu ce qui était à Dieu. Là, non, il y a un mélange. In God we trust. Hein, c'est même marqué sur les billets, sur les dollars. Voilà. Donc, pour les Américains, l'idée de faire l'économie de la violence salafiste par un contrôle islamique, et c'est en ce en quoi d'ailleurs, aussi bien au niveau de la Commission européenne que au niveau américain, on a encouragé les frères musulmans en se disant voilà des chrétiens démocrates à la sauce musulmane. Bon, ce qui prouve une ignorance totale de l'histoire par ces gens-là. C'est un mouvement néofasciste, hein, les frères musulmans d'ailleurs. Cousin du c'est des salafistes, hein, donc c'est une des branches du salafisme. Je rappelle quand même que les Allemands avaient, pour les frères, à la demande des frères musulmans, créé 3 divisions SS, hein, Kamar, Anschar et Skanderbeg, pendant la guerre de 40. Il y avait eu une proximité énorme entre les frères musulmans et l'Abwehr et les nazis. Bien. Mais bon, ça, l'histoire, on l'oublie assez facilement, surtout aux États-Unis où on ne l'enseigne pas. Donc, l'idée d'une société régie par des règles de Dieu, ça convient parfaitement aux Américains, et les frères musulmans, qui étaient la seule organisation transnationale islamique bien organisée depuis 1928, eh ben, ça leur a paru un relais très utile pour encadrer des sociétés arabes qui savaient plus trop dans quelle direction aller, et en particulier, elles risquaient d'aller dans une direction démocratique qui serait pas forcément favorable aux intérêts américains. Donc il fallait quand même fermer un peu ça. Il se trouve que ça rentrait parfaitement en accord avec ce que souhaitaient les alliés américains de la péninsule arabique, c'est-à-dire la démocratie, oui, mais à condition que ça donne les résultats que nous voulons, hein, comme nous on l'a fait aussi, hein, quand on a exigé des Palestiniens qu'ils fassent des élections libres, etc. Pas de bol, ça donne le Hamas à Gaza. Alors là, on dit non, ça va pas, ça c'est pas de la démocratie qu'on veut, nous. Hein, pareil en Algérie, on a fait des élections qui se sont passées normalement en 91. Ah ben zut, c'est les islamistes qui sortent. Puis pareil en Égypte. Bon. Le problème, c'est qu'on n'a pas pris conscience, nous, que notre système démocratique fondé sur des sociétés individualistes, one man, one vote, et ben dans des sociétés communautaristes, divisées sur le plan communautaire ou ethnique, et ben c'est la communauté la plus importante qui gagne. Et c'est ce que vous dit Hassan Nasrallah quand vous discutez avec lui de démocratie et de laïcité. Il vous dit j'achète votre truc là, one man, one vote. Je suis président de la République. Hein, et je sors de cette connerie du pacte national de 1936 où c'est nécessairement un chrétien maronite qui est président de la République, un chiite qui est président de l'Assemblée nationale et un sunnite qui est président du Conseil. Si on fait one man, one vote, il n'y aura plus que des chiites. Hein, le président, le Premier ministre, le patron de l'Assemblée, ce sera chez nous. Ce sera Hezbollah partout. On n'aura même pas besoin de se justifier puisque ce sera démocratique. Et c'est bien le problème qui s'est produit en Irak aussi, où quand le proconsul Bremer américain arrive, bon, Saddam Hussein, on peut en dire tout ce qu'on en veut, c'était une crapule, et un tortionnaire. Mais il avait réussi, grosso modo, à coup de trick, hein, à éliminer les divisions communautaires de son pays. Là, les Américains arrivent en disant, bon, alors, il y a combien de chiites, il y a combien de sunnites, il y a combien de kurdes, on va refaire au prorata des communautés. Et on va vous faire des élections one man, one vote. Bah paf, c'est les chiites qui ont gagné. Du coup, catastrophe pour les Saoudiens. Hein, où l'axe chiite commence à se créer. Voilà.
Alors, il y a beaucoup à penser sur la façon dont on a fait les choses. Nous allons prendre une dernière question avant les pauses. Sans oublier, juste pour ajouter, c'est que le Hamas, par exemple, a été aidé au départ par l'occupation israélienne dans le but de contrer l'OLP de Yasser Arafat. C'est toujours l'instrumentalisation qui se retourne contre voilà. Majed, mais juste avant de prendre la dernière question, est-ce qu'en quelques instants, vous pouvez peut-être nous redire en quelques mots, parce que je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de très connu, la différence sur un plan religieux entre le Qatar et l'Arabie Saoudite? Écoutez, tous les deux sont des wahhabites à l'origine. D'ailleurs, même les frères musulmans, mais pour se donner un espace indépendant, ils ont adopté les frères musulmans. Et les frères musulmans, il y a plusieurs tendances. Mais celle qui dirige actuellement l'Organisation internationale des frères musulmans, c'est les adeptes de Sayyid Qutb, qui a été exécuté par Nasser, et qui a une idéologie similaire au wahhabisme. Pour lui, tous les musulmans, ils ont abandonné leur religion. Il faut réislamiser les musulmans. Voilà, tout simplement. D'où vous avez le Qatar et le fief avec la Turquie, le fief des frères musulmans. Et avant, ils étaient en Arabie Saoudite. Puis il y a eu la dispute. Donc ça peut changer parce que c'est un peu la même sauce. Voilà. Mais seulement il y a des différences géopolitiques pour des intérêts à court terme. Bonjour. J'ai juste une question sur la soi-disant, peut-être, nouvelle politique du prince Mohammed Ben Salman à cet égard. Il aurait fait des déclarations publiques, sur l'islam modéré, etc. Parce que c'est ce qu'on lit dans la grande presse, en tout cas. Et il aurait aussi fait quelques promesses sur l'arrêt des financements privés, y compris à notre président de la République. C'est en tout cas ce que j'ai entendu lorsque notre président de la République s'est exprimé à Ouagadougou. Bon, je crois que Mohamed Ben Salman a bien compris les codes de communication qui existent en Occident et que si on veut avoir l'aide de l'Occident, il faut lui présenter un visage et un profil tout à fait avenant. Donc on commence par autoriser les femmes à conduire, ce qui est quand même on l'admettra, la pointe d'argent du libéralisme et de la modernité. Bien que je rejoigne Pierre Conessa quand il dit d'accord, on les autorise à conduire, mais elles vont apprendre comment, parce qu'il n'y a pas de monitrice, voilà, et on va quand même pas faire asseoir un moniteur à côté d'une femme dans une voiture. Bien, non, il a parfaitement compris, et on le voit à travers tous les documents de propagande qui sont en train de sortir, que s'il voulait serrer les boulons en interne, fallait qu'il présente une figure avenante aux Occidentaux, sinon il allait se faire jeter. Il y a quand même un gros problème là de succession et un gros problème de gestion familiale, puisque on passe de la succession adelphique qui était normale dans la famille à une succession par ordre de primogéniture, ce qui est quand même pas tout à fait dans la tradition des tribus arabes. On assiste surtout à une quasi-élimination de la branche touaïjri de la famille Saoud, la branche de la famille, celle du roi Abdallah, de feu le roi Abdallah, qui était quand même la plus ouverte sur le monde et la plus prête à un confidence building system avec l'Iran. On assiste à un repli de la famille Saoud sur son noyau dur, avec les techniques de communication du XXIe siècle qui font que on va vous faire des beaux dépliants pour vous montrer comment ça va être beau chez nous dans 30 ans. Avec les magnifiques immeubles, les pelouses, comme dans la chanson de je sais plus qui, là, il voulait voir pousser le gazon. Tout ça c'est joli. Les hommes d'affaires, en particulier européens, achètent ça en se disant voilà les milliards de dollars qui vont tomber. On vous annonce qu'on va vendre un petit bout de l'Aramco, ça va faire 2000 milliards de dollars sur le marché financier. Tout le monde se précipite, évidemment, comme les mouches sur le pot de miel. Tout ça ne fait en fait que recouvrir une remise en ordre extrêmement brutale en interne, parce que il y a 50 princes qui sont assignés à résidence dans un très bel hôtel, mais ça cache aussi les quelques milliers de personnes qui sont pas en résidence dans un bel hôtel, qui sont dans des culs de basse-fosse.
on est en présence, là, actuellement, à Riyad, on est en présence d'une contre-révolution. Ou d'empêcher une révolution, puisqu'on est dans un pays, maintenant l'Arabie Saoudite, où on est dans une situation de la France dans les années 1760, avec une noblesse qui ne justifie plus de ses privilèges, un clergé qui est l'alliance du sabre et du goupillon entre la famille et le clergé, les oulémas de la Mecque et de Médine, et puis un tiers-état, parce que la richesse pétrolière a généré une classe entrepreneuriale majoritairement d'origine étrangère, yéménite, levantine, etc., qui fait tourner la boutique et qui n'a pas d'accès au pouvoir et qui le réclame. Et c'est d'ailleurs pas par hasard que parmi les 15 terroristes saoudiens du 11 septembre, ce sont tous des fils d'entrepreneurs majoritairement yéménites. Et Ben Laden l'étant lui-même, hein, c'est-à-dire de jeunes qui sont de familles qui font tourner la boutique économique saoudienne et qui n'ont aucun accès au pouvoir. Et ça, c'est une contradiction qu'il va bien falloir régler dans ce pays, sur laquelle Mohamed Ben Salman est en train de serrer les boulons pour essayer de sauver les derniers meubles de la famille, mais qui risque quand même de mal se terminer. On va terminer cette première table ronde. Juste pour rajouter sur cette dernière question, que le prince Salman ait reconnu qu'il fallait pratiquer un islam plus tolérant et plus ouvert, eh bien ça prouve que le wahhabisme il n'est pas tolérant et pas ouvert. Bravo. Très bien.